Alors, l'aromathérapie, eh bien, dans l'aromathérapie, on retrouve thérapie, on retrouve aroma. Donc, on va tout de suite penser en fait aux arômes. Mais ça va être en fait un travail avec les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles qui sont des essences pures de plantes, donc des substances thérapeutiques. On les extrait surtout par l'hydrodistillation ou la distillation donc, en alambic. Cette façon de récupérer ces actifs-là, ça va être, on pourrait dire, je ne sais pas si on pourrait dire une science, mais en tout cas, la connaissance de ces différentes essences va permettre d'en faire une utilisation ciblée, à la fois sur les problématiques physiques, et également aussi, ce que je développe beaucoup, sur les problématiques émotionnelles. Dans ces essences d'huile essentielle, eh bien, nous allons avoir en fait un ensemble de molécules aromatiques qui peut même parfois aller jusqu'à plusieurs centaines de molécules. Et ces molécules ensemble, en fait, vont avoir comme une carte d'identité thérapeutique avec des propriétés différentes. Et on va pouvoir les utiliser seules ou en synergie pour avoir en fait les effets souhaités selon les problématiques qu'on trouvera. Donc l'aromathérapie, eh bien, voilà, ça va être on pourrait dire la médecine des huiles essentielles, parce que pour moi c'est vraiment une médecine, ça représente vraiment énormément de connaissances, et en fait c'est vraiment aussi un travail continu d'apprentissage, parce que ces molécules naturelles pures, concentrées, sont complexes et nécessitent vraiment beaucoup de temps pour arriver en fait à les comprendre. Alors comment utiliser une huile essentielle ? Eh bien donc il va y avoir différentes façons d'utiliser une huile essentielle. On va pouvoir l'utiliser tout d'abord par voie orale, mais sous certaines conditions, parce qu'on est là sur des molécules, sur des substances qui vont être très concentrées, encore une fois, et chaque huile essentielle va avoir ses spécificités, chaque huile essentielle va avoir, on pourrait dire, ses précautions d'emploi. Donc ça nécessite quand même une connaissance conséquente de chaque huile essentielle, de ses précautions d'emploi. Et on ne pourra pas avaler toutes les huiles essentielles, on pourra en avaler certaines. Il y aura un dosage précis, une goutte en huile essentielle, c'est une goutte. Donc c'est, on pourrait dire, la manière la plus délicate, en tout cas, de les utiliser, mais c'est possible. Ensuite, la zone privilégiée où on peut les utiliser, eh bien, c'est la voie cutanée. Voilà, elles sont vraiment très appropriées pour la voie cutanée. Le plus souvent, on va diluer les huiles essentielles en fait dans un support, très souvent un support gras, puisqu'elles vont être solubles en fait dans le gras, insolubles dans l'eau. Et donc, on va pouvoir, en mélangeant, par exemple avec une huile végétale, appliquer les huiles essentielles au niveau du corps, sur des zones ciblées du corps, selon l'effet souhaité. Ensuite, on va avoir l'usage olfactif, respiratoire. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Il va y avoir effectivement la diffusion déjà. Donc là, aujourd'hui, on retrouve vraiment un grand nombre de diffuseurs disponibles sur le marché. Et l'idée, donc, ça va être de diffuser l'huile essentielle dans l'environnement. Alors là, on va avoir très souvent trois intérêts principaux sur la diffusion. On pourrait dire d'abord déjà nettoyer l'air, assainir l'air. Éventuellement, pourquoi pas repousser les insectes, on pense surtout aux moustiques, et puis venir déposer, instaurer une ambiance particulière en fait dans un lieu, une ambiance tonique, une ambiance relaxante. Voilà, on peut avoir aussi plein d'idées différentes par rapport à l'habitat. Donc là, on va rester quand même sur un usage on parlera d'ambiance. Enfin, moi, je parlerai plutôt d'ambiance. Si on veut travailler sur le côté vraiment psycho-émotionnel, là, il va falloir qu'on ait une respiration qui soit plus poussée en fait de l'huile essentielle. Donc ça peut être un usage classique, usage psycho-émotionnel sur les poignets, le plexus solaire en dilution, et puis on va respirer ces poignets un certain temps. Donc là, on va rentrer en contact en fait avec la matrice olfactive de l'huile essentielle. Soit on peut l'utiliser sur une tigette aromatique, donc une tigette, une mouillette, une touche de parfum, et là on va mettre quelques gouttes une à deux gouttes sur une touche de parfum, et puis on va respirer en fait tout simplement l'odeur pendant un certain temps aussi. Et ce travail d'olfaction va générer, à travers le système neurosensoriel de la muqueuse nasale, une interaction avec notre cerveau.
principalement notre cerveau limbique, puisqu'à travers le sens de l'odorat, on va avoir une voie directe, une porte directe sur le cerveau limbique. Ce cerveau limbique, qui gère en fait nos émotions, notre mémoire émotionnelle, un cerveau plutôt binaire, qui gère aussi nos plaisirs, nos déplaisirs, va sécréter, sous l'effet de ces stimulations liées à la matrice olfactive de l'huile essentielle, va sécréter des messagers nerveux, des neurotransmetteurs, qui vont venir ensuite agir sur notre corps, sur notre humeur, sur notre état physiologique. Donc là, on parlera d'olfactothérapie, c'est-à-dire qu'on va travailler sur quelque chose de beaucoup plus subtil, plus intérieur, en lien en fait avec l'émotionnel. Après, il sera intéressant, du coup, avec une huile essentielle, de pouvoir faire aussi le pont entre la problématique physique de la personne et sa problématique en lien peut-être avec l'émotionnel, son univers intérieur, son contexte de vie, dans un aspect un peu plus holistique. Et donc là, on va pouvoir faire des liens, justement, entre les problématiques physiques et les problématiques plus subtiles liées au psychique. Donc voilà les différentes façons, en tout cas, dont on peut utiliser une huile essentielle. Après, on pourra l'utiliser, il y a d'autres façons encore, on peut aussi aller sur le domaine de l'énergétique, du vibratoire, on va pouvoir coupler différentes techniques. Si on connaît par exemple différents points réflexes au niveau du corps, on pourra déposer une huile essentielle sur ces points réflexes sous certaines conditions, sous certaines dilutions, selon l'effet souhaité, escompté. Donc il y a à la fois un travail physique, à la fois un travail émotionnel et aussi mental, puisque le fait de travailler sur le côté olfactif va avoir un impact sur notre émotionnel et sur notre mental, et puis un travail aussi au niveau vibratoire, énergétique. Les champs d'application, ça va être pour soigner. Ça va être pour soigner toute problématique, je dirais, physique au niveau du corps. Selon les différentes problématiques, évidemment, c'est comme toute technique de soin. Il n'y a pas pour moi qu'une seule technique qui peut tout faire. Donc faut toujours réfléchir à l'idée de parfois mettre plusieurs techniques en synergie selon la complexité du problème. Ça ne sera pas la même chose si on doit travailler sur un rhume ou sur une grippe, ou si on travaille en fait sur une problématique plus interne, une douleur profonde, chronique. On ne va pas avoir forcément les mêmes façons de fonctionner. Donc d'abord, ce champ d'application-là, ça va être vraiment le champ, on pourrait dire, lié au physique. Et puis après, on va avoir le champ d'application plus sur le côté psychique, donc là, olfactif, émotionnel. Et on peut très bien utiliser des huiles essentielles tout simplement pour s'accompagner dans le quotidien, dans des moments de stress, des moments si quelqu'un a besoin de confiance, quelqu'un a besoin de relâcher une colère, de relâcher une tristesse. On peut donc beaucoup accompagner l'aspect émotionnel comme ça, et on peut faire ça chez l'enfant, on peut faire ça chez l'adulte. On a des domaines aussi qui peuvent être plus précis, qui sont très intéressants aujourd'hui, notamment à la fois dans la dégénérescence nerveuse, puisqu'on est en train d'avoir de plus en plus d'études en lien avec la dégénérescence nerveuse et notamment Alzheimer. On va avoir aussi chez les enfants, de plus en plus, chez les enfants hypersensibles, chez les enfants qui peuvent avoir des problématiques, je dirais des handicaps psychomoteurs aussi. Qu'est-ce qui se passe aussi dans leur univers à la fois physique et aussi leur univers émotionnel par rapport à ça. Ça peut être aussi pour des enfants qui sont dans l'autisme, selon les différents degrés d'autisme. Donc ça, ce sont des choses que j'ai eu l'occasion aussi de commencer à mieux connaître. Et on peut vraiment aller sur ces terrains-là avec des résultats qui peuvent être vraiment étonnants si on s'y prend bien. Donc voilà, c'est tout un univers, un champ d'application en tout cas nouveau pour les huiles essentielles. Il y a aussi la particularité de la fin de vie. Ça, c'est quelque chose de très spécial. Faire de l'accompagnement de fin de vie, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui parfois nécessite un accompagnement. Les personnes qui accompagnent, je dirais, la personne qui est sur le départ, l'accompagnant, il va avoir des besoins particuliers lui aussi, en termes de soutien psycho-émotionnel, en termes de gestion de la peur, etc. La personne, l'accompagner, aussi, évidemment, parce que c'est un passage qui est très, très particulier. Donc on peut aussi utiliser les huiles essentielles dans ces moments-là. On peut les utiliser dans les unités de soins palliatifs. On peut parfois même aller jusqu'à utiliser, ça arrive, l'olfaction de certaines huiles essentielles pour faire passer des douleurs.
des douleurs qui peuvent être très profondes, des douleurs chroniques, particulières, avec certaines huiles essentielles. Donc voilà, on a vraiment des champs d'application vastes. Alors les contre-indications. Les précautions d'emploi des huiles essentielles, en fait elles sont multiples, ça va dépendre des huiles. Chaque huile vraiment nécessite une connaissance, chaque huile c'est comme un caractère, un ensemble d'informations, une identité. Donc d'abord on va avoir les effets dermocaustiques. Alors là ça va être en fait la réaction qu'on peut avoir avec la peau, donc une réaction de picotement, voire de piqûre, voire de brûlure selon l'intensité en fait de l'huile essentielle. Donc pas d'application du coup sur la peau, ou alors à des niveaux de dilution qui vont être extrêmement élevés. À moindre mesure, on va avoir le côté irritant. Donc là, on n'ira pas dans le côté dermocaustique, mais par contre, le côté irritant nécessitera forcément un support de mélange de l'huile essentielle pour éviter qu'il y ait ce côté irritant pour la peau. Très souvent l'huile végétale, ça si on l'utilise bien sur une huile irritante avec une huile végétale, normalement on n'a aucun problème derrière. En règle générale, on privilégiera souvent en fait la dilution par rapport à la tolérance sur la peau. Ensuite, on va avoir l'effet photosensibilisant. Donc ça, c'est certaines huiles essentielles vont avoir quand elles sont appliquées sur la peau, en général, peuvent avoir en fait une réaction avec l'exposition solaire. Donc là, on évitera l'exposition solaire. Ça peut générer taches, érythèmes, brûlures ou autres. Dans certains cas, réversibles, dans d'autres non. Donc ça, c'est vraiment très très important. Aujourd'hui, surtout à La Réunion, on a beaucoup de soleil. Très important de ne pas s'exposer au soleil après avoir mis certaines huiles essentielles sur la peau. Donc ça, il faut les connaître, ces huiles-là. Ensuite, nous allons avoir, on parlera de la sensibilité hépatique. Alors, j'aime pas trop le côté hépatotoxique parce qu'elles sont pas toxiques, c'est faux de dire ça, parce que ça va être dose dépendant et ça va être durée dépendant. Donc, on va avoir des huiles essentielles, encore une fois, certaines huiles essentielles qui vont avoir besoin qu'on suive en fait, en tout cas, la posologie de près, surtout sur les sujets qui vont être hépatosensibles. Donc ça va nécessiter de bien vérifier en fait le dosage, et encore une fois, si le dosage est bien fait, on n'aura aucun problème. Mais si on prend une huile, on pourrait dire hépatosensible, et sur une durée longue avec une dose conséquente, là en fait on peut avoir une montée des marqueurs d'inflammation au niveau du foie. Donc après évidemment, on fait attention à la dose. Parallèlement à ça, on va avoir des huiles essentielles qui vont être hépatoprotectrices, on va en avoir qui vont être hépatorégénératrices, qui vont drainer le foie. Donc voilà, ça va dépendre vraiment des huiles. Sensibilité aussi rénale sur certaines huiles essentielles. Donc certaines huiles essentielles qu'il ne faudra pas avaler pour cette raison-là, puisqu'elles pourraient irriter légèrement le fonctionnement des reins. Encore une fois, si on les utilise par voie cutanée, on n'aura pas forcément ce désagrément. Et aussi en lien avec la dose. Il faut toujours raisonner avec la dose pour ne pas en fait commencer à faire des amalgames. C'est pas la même chose si on prend une goutte d'huile essentielle que si on prend 10 gouttes d'huile essentielle. Et parfois, quand on prend une petite dose, on va avoir un résultat excellent. Et quand on prend une grosse dose, on va avoir un gros problème parce qu'évidemment, on n'a pas respecté la dose. C'est pareil pour les médicaments de toute façon. Donc voilà, il y a la sensibilité au niveau rénal. Ensuite, on va avoir le côté... alors ça, c'est un des problèmes les plus importants en aromathérapie. C'est la sensibilité au niveau neuronal, toxicité au niveau neuronal. Alors, certaines huiles essentielles vont avoir dans leur composition ce qu'on appelle des cétones terpéniques. Et ces molécules cétoniques, si on les prend en fait à dose trop importante, elles vont venir surexciter un peu trop fort le système nerveux, voire amener une toxicité nerveuse. Aujourd'hui, par exemple, si on parle de la menthe poivrée, qui est un remède extraordinaire en aromathérapie, dont on peut faire énormément de choses, en respectant les doses, en fait, on va avoir par exemple un effet qui va être stimulant sur le système nerveux, qui va amener de l'éveil. Si on dépasse la dose, on arrive en fait à une neurotoxicité. Donc on peut commencer à avoir des vertiges, on peut commencer à avoir un effet quasiment narcotique qui peut être vraiment dangereux si on dépasse en fait la dose. Et sur la menthe poivrée, qui est quand même très concentrée en cétones terpéniques, on pourrait dire aujourd'hui que ça serait pratiquement l'huile la plus délicate qu'on pourrait avoir en vente libre, et qui nécessiterait le plus d'informations de la part de la personne qui la dispense pour prévenir par rapport à ce risque cétonique.
Ces cétones terpéniques, outre leur côté dangereux à haute dose sur le système nerveux, elles vont être aussi possiblement abortives. Hein, donc il faut faire très attention aussi par rapport à ça. Elles vont avoir, si on les prend aussi à trop forte dose, un effet qui peut être un petit peu trop puissant au niveau du foie, et donc leur côté mucolytique bien utilisé deviendrait finalement un côté qui viendrait creuser trop fort, si je peux dire, au niveau hépatique ou au niveau des mucosités, qui pourrait en fait en tout cas poser problème. On évitera avec ces cétones terpéniques aussi tous les sujets qui sont neurologiquement sensibles, hein, donc les personnes qui par exemple font de l'épilepsie ou avoir tout type de désordre, en tout cas psychotique quel qu'il soit. On évitera les huiles qui contiennent des cétones. Alors ça c'est une catégorie d'huile qui contient ces cétones-là. D'une huile à l'autre, on va dire que la toxicité elle est cétone dépendante. On va avoir par exemple des cétones qui seront très toxiques. Si on prend la menthone de l'amande poivrée, c'est le cas. Mais si on prend la pinocarbone de la camomille, on n'a absolument aucune toxicité. Aucune. Voilà, la camomille, on va pouvoir l'utiliser vraiment chez l'enfant sans aucun risque. Donc on a une cétone, là pour le coup, qui n'a pas du tout les contre-indications de la cétone de l'amande poivrée. Donc cétone différente, et puis dosage différent. Hein, si on a une cétone à 40% de composition dans une huile essentielle, il y a un risque qui peut être élevé, hein, selon le niveau de toxicité de la cétone. Si on a moins de 10% d'une cétone dans une huile essentielle, on n'a en principe aucun risque au niveau de la santé. Donc si on reprend notre camomille, là, qui a de la pinocarbone, à moins de 10%, bah là évidemment, il n'y a aucun problème. On n'aura aucune contre-indication sur cette huile essentielle-là. Donc après c'est important on entend trop souvent sur les huiles essentielles des généralités, et on a tendance en fait à aussi parfois y créer des amalgames. Alors on dira du coup elles sont dangereuses pour le foie, elles sont dangereuses pour les reins, elles sont dangereuses pour ceci, pour cela, donc du coup elles sont dangereuses, alors qu'en fait en réalité c'est vraiment d'une huile essentielle à l'autre, c'est dose dépendant, et on peut faire des choses extraordinaires. Pour l'exemple de l'amande poivrée par exemple, hein, si on veut une stimulation neuronale en prenant une goutte d'amande poivrée, hein, ça va stimuler notre système nerveux, ça va stimuler notre réveil, sans aucun risque toxique, alors que si on dépasse la dose, déjà à partir de 3-4 gouttes, d'un coup on va trop loin. Et là on peut commencer à avoir une toxicité neuronale. Donc ça, très important de le savoir pour les personnes qui ont trouvé et compris que l'amande poivrée était excellente pour les migraines, et qui vont parfois en fait en prendre un petit peu trop, dans l'idée de se dire plus j'en mets, moins j'aurai mal, et en réalité on arrive à une neurotoxicité qui peut être en tout cas ennuyeuse. Alors qui pratique l'aromathérapie? Eh bien, les aromathérapeutes, la question appelle à la réponse, mais pas que. Je vois aujourd'hui dans toutes les formations que je fais, j'ai formé plein de personnes qui travaillent dans la thérapie et qui ne sont pas forcément aromathérapeutes, mais qui vont utiliser les huiles essentielles comme outil pour amener une synergie dans leur pratique. Si par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui est ostéopathe, moi je connais certains ostéopathes comme ça qui utilisent les huiles essentielles, on ne va pas utiliser l'huile essentielle en massage, on ne va pas l'utiliser par voie orale, on ne va pas proposer un traitement. Mais si on a une personne, par exemple, qui est bloquée au niveau du ventre parce qu'elle a un gros stress, donc l'ostéopathe, il va travailler, lui, au niveau physique. Hein, il va débloquer la zone, ou les zones qui ont besoin d'être débloquées, mais ça ne l'empêche pas, par exemple, de prendre une huile essentielle qui va être relaxante, hein, une lavande, une orange douce, etc., de la faire respirer à la personne, pour amener aussi cet apaisement intérieur au niveau émotionnel, au niveau du stress, qui va évidemment considérablement aider la personne à relâcher son blocage. Parfois, on peut voir des personnes qui ont des douleurs importantes, des douleurs chroniques, et en quelques minutes de respiration, parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas très connu, hein, l'olfaction, en quelques minutes, le fait d'avoir relâché certaines émotions, certaines tristesses ou certaines colères, on voit déjà qu'il y a une amélioration en fait au niveau de la douleur. Donc ça peut être aussi les personnes qui vont travailler, pourquoi pas en psychanalyse ou autre, hein, ça va aider parfois à mettre la personne dans un état de sécurité, en lui amenant plus de soutien dans sa capacité à pouvoir peut-être se libérer de certaines émotions. Voilà, donc ça peut être utilisé aussi par les personnes qui travaillent dans cet accompagnement-là. Après, évidemment, il y a des personnes qui vont aussi se former, et puis qui vont utiliser les huiles essentielles en massage, par exemple. Voilà, c'est extraordinaire. En massage, on peut faire des choses vraiment fabuleuses. On peut vraiment profiter avantageusement des propriétés des huiles essentielles
dans toute cette sphère-là. On va pouvoir travailler avec les huiles essentielles en réflexologie, donc dans tout ce qui va être en lien avec le contact, en tout cas physique, avec le côté massage, avec le côté usage cutané. Là, on peut utiliser. Après, si un médecin, par exemple, se forme à l'aromathérapie, eh bien, rien ne l'empêchera de pouvoir prescrire derrière des préparations à base d'huile essentielle pour pouvoir accompagner ses patients. Ça représente quand même une démarche aujourd'hui, on va dire, qui est quand même volontaire pour le professionnel de santé. Moi, pendant mes études de pharmacie, je n'ai jamais vraiment entendu parler d'huile essentielle. Donc c'est vraiment une démarche personnelle. C'est vraiment ensuite, c'est après, en tout cas, le travail autodidacte que j'ai fait, plus les formations et tout mon parcours, qui fait que j'ai appris à utiliser ces substances-là pour la thérapie. Mais c'est une démarche volontaire, en tout cas.